Bien, comme je l'évoquais, donc nous recevons Monsieur Jean-Jacques Marette, chargé par le Premier ministre d'animer ce qu'il est convenu d'appeler le conclave. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin, en tout cas, c'est celui qui est retenu, qui réunit les partenaires sociaux au sujet des retraites. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. Monsieur Marette, votre mission est complexe, tant les organisations représentées au sein de votre groupe développent des visions différentes au sujet de l'évolution du système des retraites. Elle est d'autant plus complexe que vos travaux doivent s'appuyer sur le diagnostic formulé par la Cour des comptes, qui nous a été présenté de façon officielle tout à l'heure, en début de commission. Or, comme nous l'avons indiqué, et comme l'a précisé le Premier président ce matin même, les perspectives financières du système de retraite restent tendues, même en tenant compte de la réforme de 2023. Votre longue expérience, notamment à la direction générale de l'AGIC-ARCO, sera donc bien nécessaire afin de faire apparaître un chemin vers des propositions consensuelles. Monsieur Marette, je vais vous laisser présenter la manière dont vous allez engager les travaux de ce groupe, le périmètre exact de vos travaux, notamment pour ce qui concerne les différentes fonctions publiques, qui est aussi un point important, et le cas échéant, les perspectives que vous envisagez en termes de résultats de ces travaux. Voilà, parlons aussi un peu de méthode. Voilà, les membres de la commission pourront ensuite vous interroger et je donnerai en premier lieu la parole à notre rapporteur général, Élisabeth Doineau. Voilà, Monsieur Marette, c'est à vous, je vous laisse la parole. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Je vais peut-être, si vous l'acceptez, faire une petite présentation d'une dizaine de minutes et puis, bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, le mot de conclave n'existe plus. Enfin, en d'autres termes, dans les documents qui ont pu être envoyés aux partenaires sociaux, le conclave a disparu, puisqu'aussi bien c'était un terme qui... moi, je trouvais que c'était très précurseur, puisqu'on faisait rentrer les femmes dans un conclave, mais pardon, madame. Non, mais en dehors de cela, on parle de délégation paritaire permanente. Alors, c'est un exercice qui est inédit à plusieurs titres. Il est inédit puisqu'il traduit en quelque sorte la réouverture du dossier retraite après le discours de politique générale, ce qui n'apparaissait pas forcément totalement évident. Mais enfin, il y a eu donc la réouverture de ce dossier et une délégation donnée aux partenaires sociaux. Permanent, ça ne veut pas dire que ça va durer ad vitam aeternam. Permanent, ça veut dire que c'est un rythme différent. Alors, ce n'est pas non plus le rythme du conclave, j'y reviendrai, mais c'est effectivement, sur une période donnée, une mobilisation des partenaires sociaux pour pouvoir répondre aux questions dans le cadre de la lettre qui a pu être envoyée par le Premier ministre. Alors, c'est inédit également dans le format. Et il y a un lien entre format et périmètre. C'est inédit dans le format puisque le 17 janvier, 3 jours après le discours de politique générale, le Premier ministre a réuni les partenaires sociaux. Et il a réuni les partenaires sociaux, alors dans le format qu'on appelle, que j'appelle le format classique de la négociation nationale interprofessionnelle, où on dit le 5+3, si j'ose dire, avec 5 organisations syndicales et 3 organisations patronales, mais également été convié le 17 janvier à la fois l'UNSA, la FNSEA et la Direction générale de la fonction publique. Donc, il y avait ce format, et ce format, on le voit, ou on le verra, a posé un certain nombre de difficultés, puisque le format est lié aussi au problème du périmètre. Dans ce périmètre, est-ce qu'on traite l'ensemble du problème des systèmes de retraite? Est-ce qu'on traite uniquement le privé? Étant entendu que c'est difficile de traiter le privé sans avoir d'effet rebond sur le public. Donc, ces sujets-là, je vais vous en dire quelques mots de l'avancée de ces sujets, étant entendu que, après le discours de politique générale, et c'est ce qui a fait l'objet de votre réunion ce matin, il y a eu la décision de demander un audit flash à la Cour des comptes, et ça, je pense que c'est indispensable. C'est indispensable quand les partenaires sociaux rentrent en négociation, et là, ça me rajeunit, quand ils négociaient périodiquement sur l'Agirc-Arrco, ils ont besoin de pouvoir s'appuyer sur un scénario robuste.
Ça ne veut pas dire que ce sera la vérité, mais ça veut dire que c'est la réalité telle qu'elle est aujourd'hui et telle que probablement on peut la prédire. Et je crois qu'à cet égard, le travail de la Cour des comptes, qui a largement conforté le travail du corps du rapport 2024 du corps. Donc je pense que ce travail-là est un travail utile. Et je ne sais pas comment le premier président l'a perçu, mais la présentation aux partenaires sociaux dans une réunion qu'on a faite il y a maintenant une dizaine de jours, une quinzaine de jours, il n'y a pas eu de remise en cause, en quelque sorte, de ce scénario que je qualifie de scénario robuste. Alors, une fois qu'on a le scénario robuste, une fois que sur le format, il y a eu des évolutions et vous indiquiez avoir réussi à capter une lettre du Premier ministre, mais enfin elle est publique, la lettre du Premier ministre qui a été envoyée le 26 février. Il y a un format avec plusieurs cercles. Il y a le format des réunions hebdomadaires, je vous parlerai de ces réunions hebdomadaires, qui est le format traditionnel des négociations nationales, interprofessionnelles dans le secteur privé, donc ce format 5+3, dont vous savez qu'il est déjà, depuis jeudi dernier, devenu 4+3, puisque une des organisations a indiqué qu'elle ne souhaitait pas continuer à s'inscrire dans cet exercice. Et puis, il y a un format où je réunirai, en associant à la fois des organisations qui étaient dans le format du 17 janvier, mais qui ne sont plus dans ce format des réunions hebdomadaires. Je parle de l'UNSA et de la FNSEA. Je les réunirai régulièrement et je réunirai aussi et j'associerai à ces travaux à la fois la FSU et Solidaire, puisqu'aussi bien, même si on le verra dans les programmes, dans le programme de travail, il n'y a pas de sujet spécifique à la fonction publique, mais je insiste sur les effets rebonds, sur le fait que certaines avancées peuvent, je prends un exemple, sur les durées, par exemple. Depuis la loi de 2003, il y a un accrochage entre le privé et le public. Sur les majorations familiales ou les droits conjugaux, si on travaille sur les majorations familiales et droits conjugaux, vous verrez que c'est dans le programme de travail. Il y a aussi des majorations familiales et des droits conjugaux qui peuvent être différents, mais c'est important de regarder quels effets peuvent se produire également dans le secteur privé. Alors, sur le calendrier, donc permanent, ça a démarré le 27 février, après le 20 février, une première réunion dans le format encore 17 janvier, avec la présentation par M. Moscovici du rapport. Et la semaine dernière, on a adopté le programme de travail. Donc, je vous dirai quelques mots de ce programme de travail qui va nous emmener jusqu'en juin. Alors, je termine sur le côté inédit avec la sortie de ce travail. Ce n'est pas un accord national interprofessionnel au sens de ce qui peut exister dans le domaine de l'Agirc-Arrco, de l'assurance chômage ou d'autres domaines dans lesquels les partenaires sociaux signent un accord formellement avec les règles de représentativité et cet accord qui vous est ensuite soumis lorsqu'il a des conséquences dans le domaine législatif. En fait, on parle dans le programme de travail d'un relevé d'échange actant les accords généraux ou partiels. Donc on voit bien que ce n'est pas non plus un simple bout de papier, mais on verra. Et on ne le verra en réalité que fin mai, début juin, si sur les différents sujets qui ont été évoqués, il y a un rapprochement entre tous les partenaires sociaux ou certains partenaires sociaux pour remettre en quelque sorte au gouvernement et au Parlement, bien évidemment, les conséquences à en tirer, s'il y a des conséquences à en tirer dans le domaine réglementaire ou législatif. Alors, ça, c'est sur la DPP, enfin, oui, la DPP, pardon, conclave, ça passait mieux dans la délégation paritaire permanente. Deux mots peut-être de la mission que je pilote, la mission d'animation et d'assistance. C'est une mission dans laquelle, j'allais dire, je me retrouve, ça me rajeunit un peu, même si ça m'a sorti de ma retraite à 74 ans et que je n'étais vraiment pas demandeur, mais ça me rajeunit un peu puisque je me retrouve dans un rôle proche de celui que je pouvais avoir comme DG de l'Arco pendant 18 ans et cumulé avec DG de l'Agirc pendant 10 ans. C'est-à-dire d'aider les partenaires sociaux et de leur construire une boîte à outils
de comprendre les outils dont ils avaient besoin pour négocier périodiquement le pilotage de la GIRC et de l'ARCO. Donc ça, c'est un domaine dans lequel je me retrouve un peu au service des partenaires sociaux pour les aider dans cet exercice. Alors, c'est une mission proche, mais pas exactement, parce que quand j'étais DG à GIRC-ARCO, j'étais nommé par les partenaires sociaux. Là, j'ai été nommé dans cette fonction d'animation par le Premier ministre, donc c'est une première différence. Seconde différence, qui est plus substantielle dans le fonctionnement, les négociations des partenaires sociaux se déroulent en général avenue Bosquet, ou peut-être quelquefois à l'UNEDIC s'agissant de l'assurance chômage, mais avec, en quelque sorte, le MEDEF qui anime les débats. Qui tient à la fois la parole et la plume. Dans cet exercice-là, les partenaires sociaux l'ont plutôt demandé, c'est moi qui anime les débats et c'est avec la petite équipe qu'on tiendra la plume, mais c'est la plume des partenaires sociaux. Hein, c'est pas, moi, je n'ai pas à avoir de position sur le sujet, sur les sujets qui seront évoqués. C'est bien évidemment aux partenaires sociaux de rapprocher leur point de vue. Alors, petite équipe, puisque j'ai auprès de moi un IGAS et un IGF, donc c'est assez traditionnel, si j'ose dire, et puis une assistante. Nous avons, pour terminer sur ces aspects un peu d'organisation et de méthode, nous avons un lieu qui est dédié. Les partenaires sociaux ont un lieu qui est dédié avec un bureau par organisation et une salle de réunion. Enfin, je crois que c'est un représentant syndical qui a appelé ça le village retraite. Il est 25 avenue de Ségur et il est isolé des autres éléments. Alors, le programme de travail. Pour ce programme de travail, j'ai fait une proposition aux partenaires sociaux sur la base des rencontres que j'avais fait avec chacun d'eux à leur siège pour une première prise de contact. Donc ce programme n'a que des sujets qui ont été évoqués par des partenaires sociaux. Alors, j'ai indiqué qu'on n'avait pas le droit, enfin, je le dis de manière décontractée, qu'on n'avait pas droit aux lignes rouges, parce que je me suis dit, si tout le monde fait, si je liste les lignes rouges de chacun, on pourra refermer l'exercice assez facilement. Ce qui fait que dans le programme, il y a des sujets que d'aucuns voulaient aborder et que d'autres ne voulaient surtout pas aborder. Quoi qu'il en soit, ce programme, je l'ai présenté aux partenaires sociaux jeudi dernier et il a été approuvé sans modification, ce qui prouvait seulement qu'il traduisait bien ce que j'avais pu entendre dans les différents contacts avec les partenaires sociaux. Alors, rapidement, donc, des réunions tous les jeudis et rythmées jusqu'en juin avec 5 thèmes qui seront évoqués et qui, à chaque fois, donneront lieu à 2 réunions, sur lequel on essaiera d'envoyer de la documentation, mais surtout de laisser les partenaires sociaux discuter pour voir sur ces thèmes-là s'ils peuvent rapprocher leur point de vue. Alors, on n'a pas écarté la difficulté puisqu'on commence demain par l'âge, étant entendu que ce n'est pas le sujet le moins polémique, je pense, dans cet exercice-là. Mais si je dis cela, on ne va pas parler 64 ou pas 64. Enfin, si, les partenaires sociaux en parleront. Mais on va parler des âges de la retraite. Parce qu'on voit bien que la notion d'âge est extrêmement complexe entre l'âge d'ouverture de droit, mais avec aussi toutes les dérogations, l'âge d'annulation de la décote, les carrières longues. Il y a effectivement un panorama sur la frontière entre la période d'activité et la période de retraite. C'est une frontière qui est quand même à la fois très complexe à décrire et sur lequel les évolutions, à la fois en termes de justice sociale et en termes aussi d'équilibre, sont effectivement très compliquées. Donc quand on parlera de l'âge, pendant 2 séances, on parlera des différents âges, mais aussi de l'emploi des seniors et aussi des carrières longues. Second thème, on parlera de la prise en compte de l'usure professionnelle. C'est d'ailleurs pas totalement le hasard de parler de l'usure professionnelle juste après les carrières longues, parce qu'il y a peut-être quelque chose à... Il y a sans doute quelques sources de progrès dans l'articulation entre les différents mécanismes de carrière longue dans le temps et la prise en compte de l'usure professionnelle. Troisième thème, les mécanismes de solidarité. Et dans les mécanismes de solidarité, on évoquera essentiellement l'égalité femmes-hommes, mais également les majorations familiales et les droits conjugaux, étant entendu que c'est un sujet sur lequel on s'appuiera, comme d'ailleurs sur beaucoup de sujets, sur les travaux du corps, puisqu'aussi bien le corps est missionné depuis 2023, je crois, par Madame Borne, pour travailler sur ces sujets. Aura une séance en mars et on tiendra la nôtre en prolongement, en quelque sorte, de cette séance de mars.
4e thème, le financement, dans lequel on parlera des cotisations sur les différentes catégories parties prenantes, que ce soit les entreprises, les actifs ou les retraités. Des sources alternatives de financement. Et dans le programme de travail, je pourrais vous laisser le document, impact d'engagement provisionné. Alors ça peut paraître sibyllin comme terminologie. Ça veut dire capitalisation, en d'autres termes. Mais ça veut dire capitalisation. Mais si j'ai souhaité, moi, parler d'impact d'engagement provisionné, c'est pour écarter au moins les grandes guerres de religion sur le thème « mais on va tout transformer et on va changer le régime de répartition en régime de capitalisation ». J'indique simplement à votre commission que si d'aucuns avaient cette idée-là, il faudrait constituer une provision d'environ 12 000 milliards d'euros, à peu près 3 années de PIB. Donc je ne suis pas sûr que ce soit totalement réaliste. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'un impact, et c'est des sujets qu'on a évoqués, puisque ce sont des sujets, vous le savez, qui ont pu être évoqués et que certains partenaires sociaux que j'ai rencontrés ont pu évoquer, comme certains politiques l'évoquent également. Dernier thème, le pilotage. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est arrivé dans les discussions et qui, je crois, est un peu nouveau sur le thème qu'aujourd'hui, dans le système de retraite et dans les lois que vous avez pu prendre à des rythmes réguliers, enfin réguliers, je ne suis pas sûr, pas très réguliers, et en tout cas qui suscitent un peu de brutalité et de difficulté dans le pays, on voit bien que c'est aussi un résultat qui souffre d'un défaut de règles de pilotage. En d'autres termes, les partenaires sociaux ont l'expérience à Agirc-Arrco dans lequel il y a des règles de pilotage qui sont fixées. Tous les 4 ans, ils regardent à 15 ans glissants si on a toujours 6 mois de réserve. Je ne dis pas que cette règle est la bonne règle. Je dis que ce qui est bien, c'est qu'il y a des règles sur le pilotage. Et ça, c'est un discours qui est revenu de manière assez consensuelle. C'est par rapport à d'autres sur l'âge qui sont beaucoup moins consensuels, mais sur le pilotage, je pense que l'idée de dire est-ce qu'on a un horizon de pilotage, est-ce qu'on a des métriques de pilotage, est-ce qu'on regarde les évolutions de l'espérance de vie, est-ce qu'on regarde, j'allais dire, la situation économique à un horizon qui est donné, et est-ce qu'on articule. Alors, je ne sais pas si vous reprendrez ces termes-là, mais la démocratie sociale et la démocratie politique, dans ces règles de gouvernance, eh bien, c'est un sujet sur lequel les partenaires sociaux souhaitent également travailler. Et puis, on a mis 1 ou 2 séances sans thème, parce que des thèmes viendront peut-être pour essayer de garder un peu de souplesse, mais un thème avec un point d'interrogation sur le financement de la protection sociale. Parce qu'on n'ignore pas que la retraite n'est pas... Même si c'est plus de 400 milliards de prestations, enfin, en 2024, cette barre a été franchie, ce n'est pas le seul domaine de la protection sociale. Et je pense que sur les financements de la protection sociale, l'année des 80 ans de la Sécu, il y aura des réflexions plus horizontales dans ce domaine-là. Voilà, Président, peut-être ce que je voulais dire. Merci pour ces propos. Et je vais donner tout de suite la parole à Elisabeth Doineau, rapporteure générale. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne sais pas si on doit vous qualifier d'animateur ou plutôt de président. Non, je récuse clairement le nom de président. Je suis alors donc, animateur. Ça ne me renvoie pas au Club Med, mais... le JO de la délégation paritaire permanente. En tout cas, merci, monsieur, pour nous avoir éclairé sur, finalement, comment fonctionnait cette instance, avec quels partenaires et sur quel thème vous aviez choisi de travailler en particulier. Donc, mes premières questions étaient justement là-dessus, parce qu'en fait, je souhaitais connaître effectivement ces organisations représentées, vous l'avez dit. Je voulais connaître votre programme de travail, vous l'avez en partie dévoilé, et je pense que les questions de mes collègues permettront peut-être d'en savoir encore davantage. Sur, par exemple, la remise des conclusions, est-elle vraiment prévue début juin? Ça, c'est une question que vous n'avez pas abordée, mais vous pourrez peut-être me donner cette précision.
Enfin, je voulais savoir aussi comment prévoyez-vous d'articuler les travaux de la délégation paritaire permanente avec le second rapport de la Cour des comptes sur les retraites commandé par le Premier ministre, puisqu'on a un second rapport qui arrive sur la compétitivité et sur l'emploi. Donc, comment vous pensez articuler ça par rapport au thème justement que vous avez précisé tout à l'heure? En ce qui concerne le champ des travaux, je trouve que vous avez déjà bien débroussaillé en fait les connaissances que nous souhaitions avoir sur ce sujet. Pouvez-vous indiquer les modalités pratiques en fait de fonctionnement? Parce que vous avez dit tous les jeudis. Est-ce que voilà, c'est encore tout récent, mais est-ce qu'il y a des précisions à apporter là-dessus sur la durée, par exemple, et les moyens matériels, vous les avez précisés. Donc, j'en viens aux questions qui m'ont été confiées par ma collègue, qui est rapporteure de la branche, Pascale Gruny, qui est actuellement à présenter un rapport dans une autre commission. Donc là, je vais lire ces questions parce qu'elles lui appartiennent. La première question, c'est le courrier du Premier ministre du 26 février indique, je cite, « L'objectif de la délégation permanente doit être, tout en proposant des améliorations réelles pour nos concitoyens, de rétablir l'équilibre financier de notre système de retraite à un horizon proche. Je souhaite fixer cet objectif à l'année 2030. » Donc, c'était les propos du Premier ministre. Pouvez-vous nous indiquer comment cet objectif et cette échéance ont été accueillis par les membres de la délégation? Et si on comprend bien, les régimes de la fonction publique sont exclus du champ des travaux de la délégation paritaire permanente. Faut-il comprendre que cet objectif d'équilibre doit être atteint en agissant uniquement sur les régimes du secteur privé? La Cour des comptes prévoit pour 2030 un déficit d'environ 6 milliards d'euros, qu'elle a précisé à 6,6 tout à l'heure. Faut-il comprendre que la délégation paritaire doit proposer des mesures ayant pour effet global d'améliorer le solde de 6 milliards d'euros à cette échéance? Ensuite, quelles ont été les réactions au rapport sur la situation financière et les perspectives du système de retraite qui a été rendu par la Cour des comptes le 19 février dernier? Est-ce que le diagnostic fait l'objet d'un consensus? Est-ce qu'il y a d'autres pistes d'amélioration du solde qui semblent envisageables? Et pour terminer, en ce qui concerne les scénarios envisageables, quels paramètres de la réforme d'avril 2023 vous semble-t-il pouvoir être remis en débat? Quels acquis du système de retraite actuel vous semblent à l'inverse intouchables? Et puis, en dernier lieu, le courrier du Premier ministre souligne la nécessité de tenir compte de l'impact des propositions sur la compétitivité et l'emploi. Ben ça rejoignait à une de mes questions. Vous semble-t-il possible de rétablir l'équilibre en 2030 sans augmenter les recettes? Merci, monsieur l'animateur. Cette série de questions. Merci. Il y a des questions, on y reviendra dans une des questions que vous avez lues, à laquelle je ne répondrai pas. Mais je vous dirai pourquoi je ne réponds pas. Enfin, je ne répondrai pas directement. Juin, c'est pas précisé. Est-ce que c'est le début juin ou fin juin? On verra. Je pense que dans l'idée dans la lettre du Premier ministre, quand on parle de juin, je pense que c'est pour être compatible avec des éléments qui pourraient se retrouver dans le PLFSS 2026. Enfin, j'imagine que c'est dans ce cadre-là que ce calendrier a pu être fixé. Mais je ne peux pas être plus précis sur ces travaux-là. Nos réunions auront lieu le jeudi, si possible dans une salle que les partenaires sociaux connaissent bien, parce que dans notre village retraite, on a une salle de réunion, mais vous savez, pour les partenaires sociaux, il faut beaucoup de place. Donc, non, on sera en général dans la salle du corps, mais quand on ne peut pas l'avoir, on ira dans une des salles Premier ministre. Bon, mais c'est un peu anecdotique, si j'ose dire. Sur l'articulation et sur les sujets entre public et privé, je reviens aussi au solde. On voit bien que, et vous avez eu, je pense, ce débat ce matin parce que ça a beaucoup animé, enfin ça anime depuis longtemps d'ailleurs, hein, le débat sur le solde de la fonction publique d'État. Donc, ce sont les règles d'ailleurs que vous, législateurs, retenez. C'est ce que j'appelle, moi, une convention légale. C'est un côté conventionnel de dire que c'est équilibré, mais c'est en fait la loi qui l'a fixé, la présentation. En tout cas, la présentation qui a été faite avec le casse-pension depuis déjà un grand nombre d'années. Il reste que le déficit, et je crois que le rapport de la Cour des comptes le montre bien, en regroupant
les différents régimes se concentrent dans les années à venir à la fois dans le régime de base et à la CNRACL. Donc, ces sujets-là seront traités. Le sujet de la CNRACL ne sera pas traité directement dans la délégation paritaire permanente, mais ça ne veut pas dire qu'il ne devra pas être traité. Ça ne veut pas dire que le solde doit être retrouvé indépendamment de la situation des organismes qui ont ou qui présentent effectivement des déficits. Sur l'équilibre 2030, la manière dont je perçois les choses, mais là aussi c'est une perception que j'ai, chacun des partenaires sociaux pourrait, j'allais dire, me démentir, mais je crois que globalement, cette date et cette échéance a été plutôt bien acceptée. J'allais peut-être dire que c'est parce que c'est à peu près à cette date que la marche est la moins haute. Alors, c'est peut-être ce qui a pu expliquer une acceptation assez large. Alors, je dis assez large parce que l'organisation, notamment qui a quitté, a dit que c'était un objectif qui était, que c'était un changement d'objectif et qu'on ne pouvait pas accepter cet objectif. Mais comme l'organisation n'est pas restée à la discussion, je ne peux pas préjuger le fond de... Puis je ne peux pas connaître le fond de sa pensée ou de ses motivations. Mais en tout état de cause, l'objectif de 2030, c'est un objectif qui est quand même j'allais dire, à 5 ans. Il est cohérent aussi avec l'objectif d'équilibre des finances publiques de manière générale et notamment ce qui a pu être transmis ou ce qui est transmis régulièrement à Bruxelles. Donc, et c'est un objectif sur lequel, je le répète, la marche est sans doute la moins haute. Donc il n'a pas été, je pense, vraiment discuté. J'ai oublié, Madame, de vous dire que sur le second rapport de la Cour des comptes, on a programmé un jeudi, le 17 avril. Et j'ai vérifié avec la Cour des comptes qu'en principe, ça devrait être très court, mais je crois que, je ne sais pas si le Premier Président vous a donné une date sur le sujet, mais le rapport devrait être terminé le 14. Donc on devrait pouvoir le présenter, en tout cas à la DPP, le 17 avril. Et c'est aussi un peu l'articulation des thèmes. On voit bien que les thèmes de financement viennent plutôt après le 17 avril, et ceci aussi parce que l'impact de différents financements ou autres sur l'économie de manière plus générale doit aussi être pris en compte. Donc c'est aussi une cohérence de calendrier, hein, mais on tiendra bien évidemment compte, et la DPP tiendra bien évidemment compte de ce rapport. Enfin, et là où je veux vous dire que je ne répondrai pas formellement, quand vous me demandez quel levier il faut actionner pour rétablir l'équilibre, vous comprendrez que ce n'est pas dans mon rôle. Ma seule conviction, c'est que la répartition, et vous avez, vous, parlementaires, réaffirmé que, solennellement, que la nation réaffirmait le fait que la répartition était au cœur du pacte qui unit les générations. Moi, je me sens très bien dans cette affirmation solennelle de la nation, mais la répartition suppose l'équilibre. Ça, je ne prendrai, et là, c'est une prise de position que j'affirme clairement, c'est qu'on ne peut pas gérer un régime en répartition si on n'a pas de perspective d'équilibre. Et on ne peut pas dire qu'on unit les générations si on n'a pas de perspective d'équilibre. Donc, sur le fait que les mesures d'amélioration du système doivent se combiner avec l'équilibre, moi, là-dessus, je n'ai pas d'état d'âme à dire que ça doit se combiner avec l'équilibre. Après, sur les mesures d'amélioration et sur les leviers à utiliser, vous accepterez, je l'espère, que c'est aux partenaires sociaux de répondre et pas à moi. Merci. Je reprends le débat. Je vais donner maintenant la parole à Lance Muller-Bronn. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour toutes vos explications. Alors moi, mes questions vont porter sur 2 sujets particulièrement, notamment le sujet de la retraite des femmes. Vous avez confirmé qu'il sera abordé dans un des 5 points que vous avez évoqués, dans le point sur les mécanismes de la solidarité. Alors, il sera abordé de quelle manière? En l'état, la réforme rallonge la carrière des femmes de 2 ans. Comme pour les hommes, avec pour seul acquis une surcote de 5% à partir de 64 ans. Or, nous savons que les carrières des femmes sont moins linéaires en termes de progression professionnelle comme de salaire. En allongeant le délai de 2 ans, beaucoup de femmes ayant eu des enfants devront travailler jusqu'à 67 ans pour un taux plein. En fin de carrière, les inégalités se cumulent et elles se retrouvent dans le montant de leur retraite inférieur de 40% en moyenne à celle des hommes.
ne pourrait pas contester que c'est énorme. Et cet allongement les condamne à travailler plus longtemps que les hommes et à occuper davantage des emplois précaires, puisque en fin de carrière, souvent, elles sont responsables et soutiennent les personnes âgées de la famille qui ont besoin d'être aidées. Donc, lèvent encore le pied sur leur carrière professionnelle. Entre 55 et 64 ans, ces emplois concernent 32,8% des femmes contre 10,9% des hommes, ces emplois précaires. Alors moi, je suis assez inquiète pour les femmes. Pour moi, se dessine une misère féminine en ce qui concerne les retraites. Et cet allongement de 2 ans, calqué sur la carrière des hommes, finalement est très injuste. Et on n'a pas, lors du vote de la réforme des retraites, pour moi, on n'a pas donné une attention suffisante et qui doit être reprise. Et je vous remercie si on peut évoquer ce problème-là dans votre travail. Deuxième question, c'est la question de l'emploi des seniors. Sera-t-elle abordée et si oui, comment ? Comment expliquer que le taux d'activité des seniors en France reste en dessous de la moyenne européenne ? Comment concilier la réforme des retraites avec un taux d'emploi qui n'est que de 38,9% pour les 60-64 ans ? Même entre 55 et 64 ans, il n'est que de 58,4%. Donc, des difficultés de retour à l'emploi parmi les seniors au chômage. 79% déclarent être en recherche d'emploi depuis plus d'1 an et 45% depuis plus de 3 ans. Voilà les difficultés qui sont devant nous et nous vous remercions d'y réfléchir avec le plus de précision possible. Merci. Merci beaucoup. La parole à Olivier Henno. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur Marette. Nous avons eu tout à l'heure la présentation donc de la mission Flash et on a abordé la question des acquis de cette mission, hein, l'impartialité, l'objectivité aussi, la robustesse démontrée de notre système de répartition qui joue un rôle majeur dans le contrat social de notre société. Bon, alors un conclave... Normalement, il doit y avoir une fumée blanche, hein, un conclave, à un moment ou un autre. Et la question, c'est quoi la fumée blanche ? Et je pense que vous en avez dessiné les contours. Hein, c'est la question de l'équilibre, mais j'y ajouterai le terme d'apaisement. Il y a quand même trop longtemps que le débat sur les retraites hystérise la société française dans sa globalité. On l'a encore vu récemment. Et puis c'est Michel Rocard qui disait que la réforme des retraites ferait tomber plusieurs gouvernements. Et on voit bien que si on arrivait à l'issue de ce conclave à des règles, et vous les avez évoquées, qui apaisent, moi j'en ai une par exemple à partir du moment où on se dit qu'il faut servir 21, 20 ans, 22, 23 ans de retraite, enfin peu importe, si on gagne 1 an d'espérance de vie, ça n'a rien de choquant. Après il faut choisir si on allonge le nombre d'années de cotisation ou l'âge du départ, mais enfin voilà ces règles de pilotage et je trouve que vous les avez évoquées et que l'exemple de Agir Carco est remarquable. Il y a eu, je ne développe pas les 0,4, mais est-ce que au fond vous avez bon espoir que bien il y ait un mode de gouvernance qui soit un peu paritaire, et d'ailleurs ce serait une bonne chose parce que ce serait relancer le paritarisme et qui puisse apaiser la société française, et auquel cas ce serait une fumée blanche. Je vous remercie. Merci. Et donc pour cette première tournée, je termine par Monique Lubin. Merci Monsieur le Président. Monsieur Marette, moi je n'ai pas vraiment de questions, juste vous dire que je suis très intéressée par le pilotage. C'est un sujet dont j'ai parlé à de multiples reprises dans le cadre d'autres discussions, parce que je trouve effectivement qu'on a un outil qui est le corps, et dont moi je tiens à rappeler quand même toute la solidité et toute la fiabilité. D'ailleurs, le premier président de la Cour des comptes a clairement dit qu'ils avaient beaucoup travaillé à partir des rapports du corps. Voilà, je tiens à le préciser. Simplement, le corps, il travaille sur des différents scénarios, et puis surtout, il étudie plein de sujets. Le sujet, justement, de l'emploi des femmes, le sujet de l'emploi des seniors, le sujet de la durée de vie, le sujet... Bon. Et
il est là, c'est un outil dont les décideurs doivent se nourrir justement pour prendre des décisions. C'est ça l'objet du corps, c'est pas autre chose, hein. On n'a jamais demandé au corps de prendre des décisions. On lui a demandé de fournir un travail qu'il fournit, qui est très riche, pour nourrir les décideurs. Et ce que je regrette, c'est que à partir de là, justement, les législateurs que nous sommes n'avons pas encore décidé de la façon dont on se servait de cet outil et en fait de la régularité d'un pilotage. Et ça nous éviterait, alors moi je n'utiliserai pas le terme hystérisé comme mon collègue, mais ça nous éviterait d'avoir des crises d'urticaire comme on en a effectivement régulièrement. Ça éviterait aussi de faire en sorte que les gouvernements, quels qu'ils soient, à un moment brandissent la menace d'un déficit catastrophique extraordinaire, comme c'était le cas quand même avant la réforme de 2023, puisque j'ai même entendu un ministre nous dire que si on ne faisait rien dans les 2 ans qui viennent, on ne pourrait plus payer les retraites. Vous avez quand même entendu tout à l'heure que la solidité de notre régime de répartition n'était absolument pas remis en question. Donc ça éviterait tout ça. Donc, est-ce que vous auriez peut-être une, même si ça n'est pas dans votre rôle, je l'entends bien, mais comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un pilotage? C'est-à-dire, est-ce que c'est tous les 2 ans? Est-ce que c'est tous les 3 ans? Qui travaille sur ce pilotage? Est-ce que c'est un partenariat, justement, partenaires sociaux et représentation nationale? Et ça, c'est un vrai débat, je trouve particulièrement intéressant. Si j'avais quand même une question qui me venait à l'esprit, mais je l'ai oubliée, donc voilà, Monsieur le Président, j'aurai la parole. Merci beaucoup. Je vous propose déjà de répondre ou de réagir à ces premières interventions. Merci, Président. Par rapport à l'égalité homme-femme et par rapport à la situation des femmes, Madame, non, je vous en prie, c'est effectivement, et les chiffres que vous évoquez doivent tous nous interroger. Alors, jusqu'où ira ou comment iront effectivement les réflexions des partenaires sociaux? Vous avez évoqué l'augmentation de 2 années. Moi, je vais vous parler des 67 ans. Parce que vous voyez, tout le monde aujourd'hui hystérise un peu autour des 64 ans. 67 ans, aujourd'hui, quand on regarde qui part à 67 ans, il y a des cadres sup. Je ne vais pas les plaindre, clairement. Mais il y a essentiellement le premier décile et les femmes. Les bas salaires et les femmes, parce qu'il y a eu des interruptions de carrière. Et vous voyez bien, par rapport à l'âge, c'est pour ça que je parle des âges. C'est que par rapport au débat qu'il y a, il faut aussi s'interroger sur le 67 ans. C'est un des sujets sur lequel, effectivement, nous, on apportera de la matière, et puis après, les partenaires sociaux verront comment. Alors après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le baisser brutalement, parce que j'ai toujours l'équilibre aussi. Enfin, faudra trouver des équations. Mais je pense à un autre sujet, le travail à temps partiel. Le travail à temps partiel, les femmes, et en particulier le travail à temps partiel subi, est plus important pour les femmes. Et les conséquences, et quand on est à temps partiel, on a des difficultés dans sa vie quotidienne, mais on ne voit pas forcément les conséquences à la retraite. Or, il peut y avoir des dispositifs de passer à temps partiel, mais de continuer à cotiser à temps plein. Enfin, il y a sans doute des pistes pour pouvoir améliorer effectivement la situation. Il n'y a pas de baguette magique. On va sans doute nous demander de chiffrer le fait que si brutalement on mettait le salaire des femmes au niveau du salaire des hommes, le problème des retraites se réglerait assez facilement. Je ne suis pas sûr que ça puisse pas, par ailleurs, si on le faisait brutalement, poser des problèmes que la Cour des comptes révélerait dans son rapport sur la productivité. Mais en tout état de cause, je crois vraiment que ce sujet-là, on verra. Moi, je ne sais pas si les partenaires sociaux feront des petits pas, des pas un peu plus grands, mais c'est un sujet, en tout état de cause, qui fera l'objet de discussions pour les partenaires sociaux. Sur l'emploi des seniors, je note que le CAE, aujourd'hui, le Conseil d'analyse économique vient de rendre un rapport qui était sous embargo jusqu'à aujourd'hui, je crois, et qui montre effectivement ce qui a été évoqué sur le taux d'emploi, notamment des jeunes et des seniors. C'est là où vraiment, en milieu de carrière, on a des taux d'emploi très comparables aux autres pays, mais sur les jeunes et sur les seniors. Et sur les seniors, il y a effectivement des sujets qui peuvent être évoqués. Sur le pilotage, moi je reprendrai le terme, monsieur le sénateur, d'apaisement. C'est que
le pilotage en tant que tel devrait être aussi un facteur d'apaisement et non pas une crise à chaque fois qu'un gouvernement dit « je vais faire la réforme définitive des retraites ». D'ailleurs, réforme définitive des retraites, c'est un oxymore, ça n'a pas de sens en tant que tel. Enfin, pardon je n'ai pas à m'exprimer sur les politiques gouvernementales, mais fondamentalement, ça se pilote, un régime de retraite. Dans le temps, ça ne se réforme pas. Ça doit se piloter régulièrement. Est-ce qu'on arrivera à vous proposer, parce que c'est vous, parlementaires, qui les fixerez, les règles de pilotage, ce n'est pas les partenaires sociaux, mais est-ce que les partenaires sociaux vous feront en tout cas des propositions et un accord sur les règles de pilotage? Je ne suis pas très pessimiste sur ce sujet, parce que c'est peut-être le sujet sur lequel ils peuvent se mettre d'accord peut-être plus facilement que sur des mesures plus polémiques ou plus grand public, si j'ose dire. Mais le pilotage, et je le répète, c'est deux choses. C'est un horizon. À quel horizon on pilote? Je reviendrai un instant sur le corps pour dire tout le bien que je pense du corps et que je crois on peut en témoigner l'une et l'autre pour participer à cette instance depuis un grand nombre d'années. Mais je pense que l'horizon de pilotage est très important. Vous voyez le rapport de la Cour des comptes, on demande de regarder à 20 ans. Le corps regarde souvent à 50 ans. Et c'est d'ailleurs justifié de regarder en orientation comment telle mesure ou comment la chute de la natalité, par exemple, elle ne produira pas des effets à 10 ans ou à 15 ans, mais elle en produira à l'évidence à 50 ans. En revanche, l'horizon de 50 ans n'est pas un horizon de pilotage. On ne peut pas piloter avec un horizon à 50 ans tellement il y a d'incertitudes et de plus en plus grandes incertitudes. L'AGIRC pilote à 15 ans. C'est la règle allemande d'ailleurs. C'est à 15 ans glissant. Est-ce que vous devez regarder à 5 ans glissant tous les 5 ans, puisque l'Assemblée nationale est renouvelée en principe tous les 5 ans. Quelquefois, ça arrive plus vite, mais en réalité, tous les 5 ans, est-ce que vous regardez à 15 ans ou à 20 ans glissant, donc la Cour regarde à 20 ans, comment se comporte probablement, puisque quand on regarde à 20 ans, c'est plus difficile d'avoir une vérité, en tout cas, mais comment se comporte probablement le système? Comment on tient compte de l'espérance de vie? Vous vous souvenez sans doute que vous avez, vous, parlementaires, en 2003, mis une règle sur l'augmentation de l'espérance de vie. Et chaque année, il y avait un décret qui regardait quelle part on mettait à la retraite et quelle part on mettait aux actifs, les 2 tiers. Et puis en 2014, je crois, vous avez oublié la règle. Enfin, vous, c'est pas... Pardon. Mais la règle a été abandonnée. Bon, je pense que si on arrivait à fixer... Je ne sais même pas si ce n'est pas dans une loi organique, mais je n'ai pas de connaissance suffisante de la législation. Mais si on mettait dans le dur des règles de pilotage sur un système quand même dans lequel on verse 400 milliards de prestations tous les ans à tous les Français et qui concerne tous les Français, je pense que la DPP aurait fait œuvre utile en tout cas. S'agissant du corps, madame, le corps a toute son utilité et on le voit bien sur tout un tas de sujets. C'est un des risques sociaux qui est le mieux documenté grâce au corps, très clairement. Il y a une masse d'informations. Il reste, mais c'est un sujet sur lequel on peut avoir des appréciations un peu divergentes périodiquement. Il reste que pour moi, le corps devrait aller, c'est compliqué, si ce n'est pas lui qui le fait, alors ça peut être la Cour des comptes, mais devrait aller à fixer un scénario de référence. Parce qu'on ne peut s'appuyer que sur un scénario. Quand on a eu, à la grande période du corps, 12 scénarios, on n'en a pas. Enfin, pour moi, avoir 12 scénarios, c'est à peu près la même chose que de ne pas en avoir. Donc, mais ça peut être dans la réflexion de la gouvernance générale. Très bien. La parole maintenant à Jean-Marie Van Lerberg. Monsieur le micro. Je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire sur le pilotage du corps, en tous les cas, et la conclusion et les rapports. Moi, j'ai 2 questions, puisque mais peut-être une remarque préalable. J'ai bien entendu que les syndicats ne voulaient pas traiter de la fonction publique en tant que telle. Néanmoins, c'est un problème qui a des conséquences sur l'ensemble du système, puisqu'il y a 45 milliards aujourd'hui d'endettement, de déficit du budget de l'État. Donc, il me semble que ça doit être quand même un petit peu dans les arrière-pensées quand on parle de pilotage. Alors, j'ai une question sur le secteur privé. J'ai vu que dans le chapitre 5, justement, vous parlez du pilotage. Est-ce que vous avez parlé de la gouvernance? Et notamment, vous connaissez mon idée
c'est de rapprochement entre la CNAV et puis l'Agirc Arrco, parce que ce sont les partenaires sociaux qui gèrent remarquablement bien l'Agirc Arrco. Bien sûr, avec votre assistance, l'Agirc puis l'Arrco ont pris des orientations qui sont remarquables parce qu'on a l'équilibre, on est à l'équilibre, on a trouvé ensemble, les partenaires sociaux ont trouvé ensemble des règles d'équilibre et il y a des réserves, ce qui n'est pas le cas effectivement du régime général. Alors donc, c'est ma première question, est-ce qu'on peut traiter et imaginer de traiter du problème de la gouvernance dans ce chapitre pilotage? Et deuxième et dernière question, ça concerne l'emploi, on l'a évoqué, l'emploi des seniors. Est-ce que vous allez le traiter dans un des chapitres? Je ne l'ai pas vu en tant que tel, mais je crois que c'est très important, évidemment, compte tenu, vous le savez, du déficit d'emploi dans ce domaine par rapport à l'OCDE, à la moyenne de l'OCDE. Merci beaucoup. Raymond de Poncet-Monge. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, moi j'aimerais savoir, vous avez dit 5 thèmes en 2 réunions. Est-ce que c'est la première réunion pour atterrir en quelque sorte à un diagnostic partagé et robuste, et la deuxième sur et éventuellement ouvrir toutes les paramètres de discussion, puis la deuxième, est-ce qu'il y a un sens à ces 2 réunions, une scansion en quelque sorte. Par rapport à l'hystérisation, je serais tenté de dire que si on avait commencé par la démocratie sociale sur la dernière réforme, peut-être que ça serait... Parce que là, c'est le retour de la démocratie sociale, quelque part, hein, le retour des partenaires sociaux. Sauf que, quand même, comme la réforme n'a pas été suspendue, il y a quand même un rapport de force constant, c'est-à-dire que si on ne se met pas d'accord, soit partiellement, soit totalement, et bien effectivement, c'est la loi, c'est la réforme de 2023 qui s'appliquera, et réforme qui a complètement bypassé effectivement la démocratie sociale, et qui a fait que, et c'était après. Alors moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est est-ce qu'il y aura quand même un petit retour sur le passé, parce que tout à l'heure, on disait, et vous l'avez raison, qu'il y avait, on disait 2 tiers, 1 tiers. C'était la loi des 2 tiers, 1 tiers sur les gains d'espérance de vie qui devait aller au travail pour 2 tiers et 1 tiers pour... Et effectivement, sur les dernières années, on l'avait pointé en 2023 dans la discussion, en fin de compte, les gains d'espérance de vie ont été, j'avais bien aimé ce terme parce qu'il n'est pas de moi, bouletés par le travail. Et la preuve, c'est qu'on dit que on a l'air de présenter comme un facteur positif le fait que la durée de temps à la retraite sera constant, quoi. Donc si il est constant, si après toutes ces réformes, on a toujours la même durée de temps à la retraite, il faut en tirer la conclusion que tous les gains d'augmentation de l'espérance de vie ont été boulotés par le travail. Et avec tout ce que ça peut dire en termes de aussi la durée, c'est pas que du quantitatif, c'est une qualité aussi, c'est-à-dire à savoir quel est le temps, la durée de la retraite. Enfin, je pense que vous le ferez en bonne santé. Alors, par ailleurs, vous avez raison, un régime de retraite se pilote. Moi, je suis tout à fait d'accord, et c'est vrai que l'Arrco le fait, mais là aussi. On l'a eu fait, c'est-à-dire que la CNRACL, quand elle avait des excédents, elle aurait pu constituer effectivement, tout comme l'Arrco, sur 6 mois de réserve sur les 15 prochains, enfin se poser la question. Et de toute façon, on l'avait fait parce qu'il y avait un fonds de réserve des retraites qui devait servir à passer la bosse démographique. Et qui a décidé d'un seul coup d'arrêter le fonds, voire de l'utiliser à autre chose que... Donc, je veux dire que il faut quand même, voir tant les gains d'espérance de vie que de facto ça n'a pas été respecté, et qu'on estime, des politiques estiment que tout doit partir au travail, et la conséquence que ça peut avoir effectivement en termes de durée
d'espérance de vie en bonne santé et rétablir effectivement, enfin, faire l'analyse critique aussi du fait que nous avions les possibilités, et le fonds était pour ça, de passer la bosse démographique et qu'on ne l'a pas en quelque sorte utilisé. Donc, et puis, dernière chose, j'aimerais savoir sur le financement, si vous allez, parce que c'est vrai que c'est une question que j'ai depuis tout à l'heure, est-ce qu'on va... la capitalisation est marginale, c'est vrai, elle est complémentaire en France, et elle est volontaire, puisque c'est le fonds des fonctionnaires ou c'est le compte épargne retraite, enfin, privé, hein, c'est le troisième étage, on a dit le troisième étage de la retraite. Est-ce qu'on va l'ajouter pour voir le poids que ça a en PIB à côté de la répartition? Parce que quand on compare avec des pays qui ont de la capitalisation, soit c'est leur système total, soit c'est complémentaire, et qu'on mesure en disant il y a 4 points de PIB de différence, est-ce qu'on intègre dans les deux cette part complémentaire? Parce que je rappelle que la capitalisation, qui est un truc individuel, etc., c'est exactement la même chose. Elle prend sur les actifs. Bien sûr. De la même année. C'est-à-dire que ça ne change rien au poids des dépenses de retraite, c'est sa répartition qui change, mais ça ne change rien au poids de répartition des retraites dans le PIB. Hein, voilà. Oui, enfin, tant en dépenses que en recettes pour son équilibre. Donc, voilà les remarques et savoir ces deux réunions, comment vous les avez pensées. Merci. Merci. Pour terminer, Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, d'avoir donc repris du service pour une bonne cause. Parce que effectivement, il faut absolument maintenir le régime, les retraites par répartition, c'est un contrat social indispensable pour la République. Alors, la Cour des comptes, en fait, confirme globalement le déficit des retraites avec 15 milliards en 2035, 30 en 2045, et plus 6 si on est à 63 ans, plus 11 à 62 ans. Donc, je voudrais rappeler quand même que le Sénat, dans son vote 64 ans, avait augmenté les petites retraites. Alors, c'est toujours insuffisant quand on a une petite retraite, mais c'est quand même important, puisque ça a aggravé les dépenses environ de 2 milliards d'euros. Donc, nous voyons que, en fait, les 64 ans et 43 ans de cotisation semblent être, si vous voulez, la base nécessaire, mais pas suffisante pour équilibrer les retraites. Pensez-vous que les 15 milliards d'euros d'ici 2035 pourraient être financés par une augmentation du nombre d'emplois des seniors de 60-64 ans? Bien sûr, comme vous l'avez dit, avec les partenaires sociaux, hein, sur le thème l'âge, puis avec les retraites partielles, les retraites progressives, puisqu'on sait bien que l'État n'a pas les moyens de financer davantage les retraites. Et enfin, dernière question, pensez-vous que l'engagement de provision, comme vous l'avez indiqué, c'est-à-dire un système par capitalisation, mais qui est complémentaire, qui n'est pas, on conserve bien sûr la retraite par répartition, avec ces deux choses, on pourrait équilibrer les retraites à l'horizon 2035. Merci. Très bien, je vous laisse répondre, qui sera en même temps la conclusion de notre intervention. Très bien. Merci, Président. Je vais essayer de répondre rapidement. La gouvernance, c'est effectivement deux choses. Hein. Ce sont des règles et des institutions qui gouvernent, en quelque sorte. Donc, sur le pilotage, il faut regarder comment on articule à la fois les institutions qui se prononcent ou qui ont un rôle dans la gouvernance et puis les règles. Les partenaires sociaux à l'Agirc-Arrco sont en responsabilité en gouvernance. J'ai tendance à dire, alors je vais le dire prudemment, hein, comme c'est effectivement enregistré, je vais le dire prudemment, mais les partenaires sociaux ont une pleine responsabilité pour autant qu'ils équilibrent.
Si les partenaires sociaux n'arrivaient pas dans les négociations Agirc-Arrco à un moment ou à un autre à équilibrer, vous reprendriez la main. L'Agirc-Arrco, 100 milliards de prestations, trop gros pour faire faillite. Hein. Les pouvoirs publics ne pourraient pas s'en désintéresser. Mais heureusement, vous n'avez pas ce fardeau, puisque les partenaires sociaux, depuis plus de 80 ans à l'Agirc et puis depuis plus de 60 ans, ont périodiquement, et ce n'est pas des choses faciles, ils ont pris des mesures qui sont difficiles. Les négociations Agirc-Arrco, je vous promets, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais ils ont pris leurs responsabilités parce qu'ils savent que leur légitimité à piloter dépend de leur capacité à équilibrer. Hein, je crois que c'est vraiment... Et c'est là où, dans la gouvernance, il faut articuler des organismes qui ont vraiment la conviction qu'un système en répartition se pilote avec des perspectives d'équilibre. Et on voit bien que pour l'ensemble des 400 milliards, bien évidemment, les partenaires sociaux peuvent avoir un rôle plus important que celui qu'ils ont aujourd'hui, mais ça veut dire aussi qu'il faut l'articuler avec la démocratie politique qui, au final, a le dernier mot sur le sujet du pilotage. Donc ça, c'est sur la gouvernance. Sur l'emploi des seniors, mais comme ça, je vais répondre aux deux questions. On a mis par thème, on a mis 2 séances. Pardonnez-moi de ne pas être plus précis, mais vous savez, on apprend en marchant, là. Hein. On saute les haies. Moi, je considère que je saute les haies jeudi après jeudi. Hein. Et on verra bien jusqu'où ça ira. J'espère que ça ne se terminera pas avec une symphonie des adieux où à chaque fois il y a un musicien qui quitte la scène. Mais effectivement, on regardera. Alors par exemple, sur les âges, on va parler de l'emploi des seniors hein, dans les rubriques sur les âges. Et c'est là où moi je faisais le lien avec les travaux. On va essayer de se nourrir au maximum des travaux qui peuvent exister par ailleurs. Le CAE vient de rendre un rapport. Moi, je vais essayer de voir avec un membre du CAE s'il ne peut pas venir plancher devant les partenaires sociaux pour voir les pistes qu'il a pu défricher sur le sujet. Sur le temps à la retraite, on regardera ça aussi sur le temps à la retraite. Vous savez, depuis 1980, le temps à la retraite a augmenté, hein, j'allais dire. Il se trouve que peut-être que l'espérance de vie, non, c'est pas linéaire, et que l'espérance de vie dernièrement, le passage et le rythme de passage de 62 à 64 a pu être plus rapide que le rythme d'évolution de l'espérance de vie. Mais le corps montre bien aussi que si on se reprolonge dans le temps à la retraite continue d'augmenter. Moins vite, mais devrait continuer d'augmenter moins vite qu'auparavant. Sur la capitalisation qui a pu être évoquée, en fait, là où il y a quelquefois des débats un peu théologiques sur ce sujet, enfin théologiques, je ne sais pas, mais doctrinaires sur ce sujet, c'est que des outils de capitalisation, il y en a en pagaille, hein, qui s'appellent, mais c'est de la capitalisation individuelle. Là, je crois que ce qui est évoqué, c'est de la capitalisation obligatoire. Et ça existe. Le régime additionnel de la fonction publique sur les primes des fonctionnaires, c'est un régime en capi, en points, obligatoire. Hein, donc, on voit bien que entre la répartition qui est au cœur du pacte qui unit les générations et qui, à mon sens, restera au cœur du pacte qui unit les générations, la capitalisation peut avoir un rôle à définir, aux partenaires sociaux d'en discuter, de savoir quel rôle il peut avoir et quel rôle ça peut permettre de financer. Mais vous voyez, si un système de capi se mettait en place, il n'y a pas de repas gratuit. Hein. La montée en charge est très progressive sur les systèmes. Donc on ne réglera pas le pic de 25 ou le pic de 30 ou de 35 avec un système en capitalisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement qu'il faut regarder dans le temps comment ça peut se mettre en œuvre. Et puis, M. Chassaing, je prends encore mon joker sur les mesures, sur l'âge. Je laisse les partenaires sociaux en décider. Très bien. Merci beaucoup, M. Maret, pour ces précisions qui vont vraiment dans la continuité du rapport de ce matin, présentation, et puis on vous souhaite beaucoup d'énergie, d'accord ?